Mémoire des guerres. Mémoire des guerres. Mémoire des guerres. La famille de Mémère Bibi a accueilli un prisonnier allemand pour aider à la ferme. Ils ont sympathisé, puis après, ils se revoyaient tous les ans. Encore aujourd'hui, leurs petits-enfants ont gardé contact et se voient de temps en temps. Un cousin a dû partir à la guerre en Indochine. Il a été porté disparu. La première fois que j'ai vu des ossements humains, c'était à l'ossuaire de Douaumont. C'est un monument en mémoire des soldats français morts en 1916 lors de la bataille de Verdun. Le mari de Nénette a fait la guerre d'Algérie. Il est revenu traumatisé par la guerre. 40 ans plus tard, il a avoué ce que les soldats français ont fait subir aux Algériens. Ma main gauche est impotente mais ne me fait pas mal. La balle a traversé du bord extérieur au bord intérieur du poignet. C'est un miracle qu'elle ne m'ait pas traversé de part en part, ma main gauche étant devant moi puisque je tenais ma carabine. Les scieries passent les troncs d'arbres dans un détecteur de métaux pour protéger les machines de découpe. Il peut en effet y avoir des éclats d'obus ou des balles à l'intérieur de l'arbre. Mon grand-père a quitté son pays natal lorsqu'il était petit, l'Algérie. Il y avait la guerre. Il est alors parti en France avec son père, sa mère et son frère. Quand elle parlait de la guerre, elle appelait les Allemands les Boches. Mémère Claude avait environ 10 ans. Des soldats allemands vivaient dans son village. Un jour, un des soldats lui a donné un bonbon, mais ses parents lui ont dit qu'il ne fallait pas le manger, car il était sûrement empoisonné. Elle l'a tout de même mangé, et rien ne s'est passé. Ces soldats étaient gentils avec les enfants. Ils n'avaient pas le choix d'être là. Mon arrière-grand-père était allemand. C'était un nazi. Je ne sais rien de plus. Son père est sorti de l'abri pour aller nourrir le cochon. Il en a profité pour discuter quelques instants avec un villageois. Les Allemands leur ont alors tiré dessus. Ils sont morts tous les deux. Les Allemands tirailleurs viennent directement sur la maison. Aussitôt, nous bondissons hors de la maison, mais face à eux, et prenons la direction de la prairie. Collé à sa mitraillette, moi, je n'ai que mon colt. La seule solution, c'est la fuite avec mise en application de l'école de combat. Bon, plongeons dans le grand foin, roulade, bon, jusqu'au moment où Collet est fauché par une rafale 20 mètres devant moi. À la fin de la guerre, Mémère Micheline était enceinte. Elle habitait dans les Vosges sous l'occupation allemande, dans une ferme loin de tout. Elle allait accoucher. Quelqu'un est allé chercher une sage-femme à pied. Elle a donné le nom de cette dame à l'enfant. Mes arrière-grands-parents se souviennent des avions qui sillonnaient le ciel. Ils se sont réfugiés dans un bunker. Il n'y avait pas d'électricité et la nourriture était toujours froide. Mon arrière-grand-mère n'a jamais voulu parler de la guerre à ma maman. Je sais juste que parfois, elle ne pouvait manger qu'une seule pomme de terre par jour. C'est pour cela que plus tard, elle faisait beaucoup de réserves de nourriture chez elle. J'ai découvert des photos de mon grand-père. On le voit jeune homme, souriant et maquisard. Il ne m'a jamais dit qu'il avait fait partie de la résistance. Les parents de mon arrière-grand-père sont morts dans un camp de concentration. Mon arrière-grand-père a dû prendre en charge ses 7 frères et sœurs jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils habitaient dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils criaient famine. Mon arrière-grand-père était résistant. Il a écrit un livre qu'il a publié uniquement dans la famille et dans lequel il raconte ses actions en tant que résistant français. Je porterai l'églantine et le titre qu'il a choisi. Il correspond au mot de passe déclenchant les attaques de la résistance. Quelqu'un de ma famille faisait partie de la résistance contre l'Allemagne. Il a été tué à Lanneville et maintenant une rue porte son nom. Désigné pour le travail en Allemagne, je refuse. Le secrétaire de mairie vient me trouver à la maison pour me faire signer un contrat, menaçant de me dénoncer le soir même. Pour gagner du temps, je signe et je quitte le pays. Mon arrière-grand-mère a mangé le même aliment tellement de fois pendant la guerre que maintenant elle ne peut plus en manger. Mon grand-père a fait la guerre d'Algérie. La patrouille du 26e régiment d'infanterie part en mission sur un secteur très dangereux pour chercher les caches de l'ennemi. 10, 20, 30 km, aucun tir de l'ennemi. La patrouille rentre au camp et se rend compte qu'il y avait 2 routes. Elle a pris la mauvaise. Mon arrière-grand-père vivait en Italie. Il était aux côtés de Mussolini qui dirigeait l'État totalitaire de l'Italie, sous le régime d'extrême droite fasciste. Mon arrière-grand-père faisait partie des chemises noires. Un jour, il a quitté son pays avec sa famille pour s'installer en France. Il n'a jamais dit pourquoi, mais on devine qu'il avait probablement du sang sur les mains et qu'il se mettait en danger en restant en Italie. Mamie arborait fièrement un ruban bleu-blanc-rouge sur son gilet.
Il lui arrivait de fredonner la Marseillaise sous le nez des Allemands. C'était à la fois courageux et inconscient de sa part. Mes voisins ont fui la Lorraine lorsqu'ils ont su que les Allemands arrivaient. À leur retour, ils ont trouvé des excréments dans une boîte à chaussures. Mon arrière-grand-père a été fait prisonnier plusieurs années lors de la Seconde Guerre mondiale. Il devait travailler dans une ferme en Allemagne. À son retour en France, il a fallu lui couper la jambe car il avait une blessure qui avait été très mal soignée. L'oncle de mon papy fut déporté dans un camp de concentration. Pour pouvoir continuer à vivre, il devait mettre les corps de ses camarades dans les fours crématoires. À 16 ans, mon arrière-grand-mère avait un cheval nommé Coquette. Les Allemands devaient le réquisitionner à Vittel, mais Marcel, le frère de mon arrière-grand-mère, mit du poivre dans les yeux du cheval pour le faire passer pour malade. La ruse fonctionna, les Allemands n'en voulurent pas. Ma grand-mère est née en 1944. Sa sœur, qui avait 10 ans de plus, lui racontait que leur mère cachait du sucre et de la nourriture sous le matelas du berceau pour ne pas que les Allemands leur prennent. Malgré tout ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, mes grands-parents n'ont pas eu d'amertume envers les Allemands. Ils accueillaient gentiment chez eux l'étudiant allemand qui correspondait avec mon oncle. Charles, mon arrière-grand-père, a vu sa chambre réquisitionnée par les Allemands. Elle fut utilisée par le coiffeur et le barbier. Le soir, il entendait les soldats qui arrivaient dans la rue et qui dormaient dans le foin. Petite, je jouais à chercher les bornes en pierre dans la forêt. Une ligne est creusée sur chacune de ces bornes. D'un côté, c'est la France, de l'autre côté, c'était la Moselle annexée, autrement dit l'Allemagne. Mon arrière-grand-père a été fait prisonnier dans la forteresse de Kollitz en Allemagne. Il a tenté plusieurs évasions. 13 juin 1942, barreau de fenêtre scié. 21 juin 1942, barreau de fenêtre décelé. 23 juin 1942, cisailler les boulons de charnière de la porte de la cellule. Une fois sorti, il s'est caché sous un train, mais s'est fait reprendre et remis en cellule. Les prisonniers de cette forteresse se faisaient appeler les Indomptables. À Puligny, les Allemands ont mis le feu à une maison sur deux pour faire en sorte de brûler le village. Un soldat allemand a aidé clandestinement une vieille femme à sortir de sa maison en feu. Mon arrière-grand-père avait 18 ans quand la Première Guerre mondiale a commencé. Mon arrière-grand-mère était déjà sa petite copine. Chaque semaine, il lui écrivait des lettres et avant de signer, il terminait toujours par une phrase poétique. Seulement 19 lettres sont parvenues à mon arrière-grand-mère. Après la guerre, il rentra et créa un poème avec les 19 phrases poétiques. Le jour de leur mariage, il lut ce poème. Voilà. Alors c'était à la Libération. Je peux parler. C'était à la Libération. Les Américains étaient arrivés. Et puis alors ils sont montés dans les champs. Enfin, ils ont voulu attraper le bois. Enfin. Et puis ils ont descendu un soldat allemand qui était blessé. Alors ils l'ont mis sur la place devant la ferme du maire. Alors cet Allemand-là, il avait au moins ça sur la tête, une grosse, et il avait des asticots plein dedans. Alors comment dirais-je, la fermière, elle m'a dit, viens voir, tu lui donneras un bol de lait. Alors elle m'a passé un bol de lait, et puis il était tout heureux. Ça. Je peux dire ça? Oui. Oui, vous pouvez dire ça. Malgré, puis il me regardait avec un air comme ça. Alors je dis, c'est bon, on ne veut pas vous faire de mal. Je ne sais pas s'il comprenait. Et puis après, les Américains l'ont emmené, je ne sais pas où. D'accord. Et avec lui, il y avait un Allemand, un soldat. Mais lui, le sang sortait du cœur. Ah. Alors celui-là, il n'a pas été récupéré. Hein. Voilà. Ça vous a traumatisé un petit peu? Ça m'a traumatisé. Et j'y pense souvent. Ah, ça va aller. Je pense souvent à l'Allemand, là. Criblé d'asticots. Il avait une plaie comme ça. Et il y avait une personne là qui m'a dit que c'est très bon, les asticots, parce que quand il y a des blessés comme ça, on leur met du jus d'asticot dans les plaies. Alors là, il avait vraiment
Mais ça grouillait. Alors ça avait nettoyé sa plaie. Et puis voilà. Alors depuis temps, il avait peut-être pas mangé depuis 3-4 jours. Alors il a accepté. Je le vois encore comme ça. J'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas, monsieur, c'est bon. Je ne veux pas vous faire de mal. Et puis je ne sais pas s'il comprenait. Alors je lui ai donné le bol de lait, mais c'était pas à moi, c'était de la fermière. Voilà. Et c'était où C'était dans mon pays à Malelois. À Malelois. Malelois. C'est où ça? Près de Custine, près de Pompée, vous savez. Custine. Ok. Voilà. Merci. Le 23 septembre 1944. Voilà, je me rappellerai toute ma vie. Oh. 1744 1944 1944 à la libération. D'accord, merci.